Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Jean-Pascal Labille. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de vous ces dernières semaines et surtout ces derniers jours avec les négociations autour des top managers. Alors je vous pose la première question que tout le monde se pose. Ces top managers, ce sont des nominations politiques ? Écoutez, à partir du moment où les entreprises sont des entreprises qui sont détenues par l'État, il ne me semble pas illogique que l'État s'en occupe. Mais ce n'est pas le seul critère qui est compté. On a aussi voulu avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Et donc on a mis en place une procédure qui objectivait, qui légitimait quelque part les personnes qu'on désignait. Et donc on a validé qu'elles avaient les compétences voulues pour occuper ces fonctions. Donc je veux dire, l'État joue un peu son rôle en étant l'actionnaire majoritaire, mais aussi en étant celui qui dit « moi je veux valider que ces personnes ont les compétences ». Et pourquoi est-ce que ça a un intérêt que ce soit un tel d'une couleur plutôt qu'un tel d'une autre couleur qui occupe tel ou tel poste pour un parti politique? Expliquez-nous. Et moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est un petit peu ça qui a compté quand même ces derniers jours. Parce qu'on est évidemment dans un gouvernement et qu'on est avec des partis politiques, donc c'est normal que chacun ait à un moment donné. Mais ce n'est pas parce qu'on vient du monde politique qu'on n'a pas de compétences. Moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples du monde privé, soi-disant sans carte politique, qui ont démontré que manifestement leur gestion n'était pas à la hauteur des attentes. Et donc ici, c'est normal que les partis politiques à un moment donné s'intéressent à un certain nombre de matières, mais c'est tout aussi normal, et c'est peut-être ça qu'on a voulu accentuer cette fois-ci, qu'on valide les compétences des personnes. Ouais, mais bon, on sait tous qu'il y a eu un arbitrage, notamment dans les patrons de la SNCB où il y avait deux postes, il y en a un qui est plutôt pour un socialiste francophone, Luc Lallemand, qui va diriger Infrabel, que c'est finalement un socialiste flamand, Frank Massenov, proche du SPA, qui va diriger la SNCB elle-même. On sait qu'il y a eu un blocage avec les libéraux flamands qui revendiquaient certains postes. Allez, pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce système-là alors qu'on avait dit qu'on allait dépolitiser ce genre de nomination? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout simplement un examen et le premier classé est celui qui est désigné? Oui, je pense qu'on pourrait aussi démontrer que ce n'est pas toujours la meilleure des méthodes. Je pense vraiment qu'il est essentiel de se dire qu'on a des entreprises publiques. Ce sont des entreprises qui rendent des services au public. Et si le gouvernement ne s'en occupait pas, je pense que la population et la presse seraient les premiers à dire « mais pourquoi ne vous en occupez pas ?» Et donc le gouvernement a voulu prendre ces choses en main. Mais en même temps, considérer les missions comme étant des missions extrêmement importantes et dire « nous voulons les bonnes personnes pour remplir ces missions ». C'est cela qui s'est passé. C'est tout nouveau la procédure qui a été mise en place. Il y a eu un chasseur de tête, des cabinets de recrutement qui font des classements et vous choisissez parmi les premiers classés. Et pourtant, le patron de la SNCB, Frank Massenov, il n'était pas dans le classement. Alors, il y a eu un petit couac, vais-je dire, avec une des candidates qui était retenue pour la SNCB. Le gouvernement avait demandé qu'on lui soumette 5 candidats. Cette personne n'avait pas les diplômes requis. On a donc enlevé cette personne et on a pu en rajouter un 5e, comme la procédure le prévoyait, puisque chaque ministre, chaque vice-premier ministre pouvait ajouter un candidat. Il s'agit cette fois-ci de M. Van Massenov, qui a démontré qu'il savait gérer son service public fédéral de sécurité sociale. On va reparler de lui en détail tout à l'heure. Une autre question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce sont toujours à la fin les Flamands qui gagnent ? Oh, si vous avez le sentiment que c'est les Flamands qui gagnent, moi j'ai certains Flamands qui me disent maintenant pourquoi est-ce que c'est toujours les francophones qui gagnent. Donc il y a un équilibre linguistique ? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir dans ce pays un équilibre linguistique. Mais un équilibre linguistique à côté d'un équilibre lié aux compétences. C'est ça qui me paraît vraiment essentiel. Et je pense que dans ce dossier, il y avait 3 éléments fondamentaux auxquels moi je me suis attaché. Nous allons certainement y venir. Je voulais qu'il y ait une justice salariale. Je pense qu'on y est. Donc on va plafonner à 290 000 euros le revenu annuel ? Exactement. 290 000 euros, mais c'est 200 000 de fixe, plus 60 000 de variables, qui peuvent être zéro si les objectifs ne sont pas atteints, et 30 000 d'avantages extra-légaux. Ça, c'est une nouveauté, et à mon avis, une nouveauté forte. Le deuxième élément auquel on va s'attacher, et j'ai entendu qu'un de mes collègues l'évoquait également ce matin sur les antennes de la RTBF, et j'en suis très heureux parce qu'il ne fait jamais que reprendre ce que j'ai dit, il s'agit de Didier Reynders. Je veux qu'on donne des feuilles de route à ces gens et qu'on leur dise voilà les missions que vous devez remplir pour la population. Ce sont des missions de service public, ce sont donc des missions de service au public. Et enfin, et là, c'est pour moi fondamental, c'est le rôle de l'État. C'est un État dynamique, un État stratège qui dit moi je prends mon rôle d'État actionnaire et donc d'État actionnaire majoritaire à bras-le-corps et je décide. Alors on va revenir en détail sur la feuille de route et notamment sur ce que vous attendez de la CNCB, mais je voudrais d'abord vous poser une question sur les rémunérations et sur les indemnités de départ. On sait que Yann Yack, qui était un des patrons de la CNCB, a dit qu'il ne toucherait pas ces indemnités de départ. Est-ce que Marc de Skemaker, l'autre patron, va toucher ces indemnités de départ? On parle de 900 000 euros, ou est-ce qu'il doit y renoncer?
Alors, il y a deux cas différents. Il y a le cas de la personne qui retrouve une fonction identique dans une autre entreprise publique autonome. C'est le cas de M. Hague. J'ai pris acte, et je l'avais d'ailleurs demandé hier, du fait qu'il ait dit « je renonce à mes indemnités de départ », il y a quelque part un peu une continuité de son emploi. Le cas de M. De Schemaeker est quelque peu différent, puisque lui, il n'a plus d'emploi. Dans l'état actuel des choses, son emploi se termine. Nous verrons avec lui les discussions que nous pourrons mener avec lui pour discuter. Pardon ? Il n'est pas nommé ailleurs. Dans l'état actuel des choses, il n'a pas été nommé ailleurs. C'est une question de jour ou de semaine. C'est possible qu'il y ait à un moment donné une autre fonction qui s'ouvre. S'il est nommé ailleurs, est-ce qu'il serait logique qu'il renonce à ses indemnités ? S'il est nommé ailleurs, dans une fonction exécutive, comme celle de M. Hague, par exemple, évidemment que je tiendrai le même discours. La suite des nominations, parce qu'on sait qu'il y en avait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, c'est pour quand ? Vous avez fait les plus délicates. Est-ce qu'il y a un autre train de nomination dans les prochains jours, prochaines semaines ? Donc, tout d'abord, il va falloir nommer les personnes qui vont siéger dans les conseils d'administration de ces entreprises, SNCB, etc. Ça va être fait le plus rapidement possible. Et puis, il y a un certain nombre d'autres sociétés, notamment dans la coopération au développement, qui est un de mes départements. Évidemment, nous allons nous y atteler. Ça, c'est vraiment pour dans les jours et dans les semaines qui viennent. Oui, alors, beaucoup de questions reçues sur Twitter pour vous. Alors, vous allez pouvoir les voir sur ce grand écran. Question de Caroline Van Winsberg, qui est une politologue. Pourquoi est-ce qu'un fonctionnaire lambda ou un top manager d'un service public fédéral doit passer un examen, un concours, et pas l'administrateur délégué de la SNCB ? Donc, je pense qu'il faut quand même bien distinguer qu'on est d'une part dans une administration qui a ses propres règles et qui utilise le CELOR, et que d'autre part, on est dans une entreprise. Nous avons fait en sorte qu'il y ait tout de même une procédure cette fois-ci. Il y a eu un chasseur de tête qui a vu les gens, qui leur a posé un certain nombre de questions et qui leur a fait passer une forme d'assessment. Quand vous prenez une entreprise privée, type Coca-Cola ou un autre, ou Interbrew, je ne pense pas qu'on a des examens liés au CELOR. Donc on a quand même mené une procédure qui voulait objectiver et qui voulait valider les compétences de ces top managers. Alors, autre suggestion, est-ce que le plus simple, ce ne serait pas un brevet qui serait reconnu par le fédéral et les fédérés, et donc on aurait toute une série de top managers qui auraient passé un brevet, qui pourraient passer d'un poste à l'autre. Est-ce que ça, c'est une piste que vous pouvez étudier ? Pourquoi pas ? Dans le fond, c'est un peu l'idée que pour un certain nombre de fonctions, la région wallonne a mis en place. Je rappelle quand même qu'ici, on est dans des entreprises publiques autonomes, et que donc on n'est pas tout à fait dans une logique d'administration. Alors, Luc Lallemand à la tête d'Infrabel, Franck Van Massenove à la tête de la SNCB, c'est donc le nouveau duo qui va s'occuper du rail belge. C'est quoi la feuille de route ? Vous attendez quoi d'eux ? Alors, j'attends fondamentalement 3 choses. Tout d'abord, qu'on améliore la ponctualité. Ça me paraît être un élément fondamental. Deuxièmement, qu'on améliore la qualité du service. Je ne peux pas accepter que des gens doivent faire 1 heure de train debout, soit le matin en allant au travail, soit le soir en rentrant chez eux. Et puis évidemment la sécurité. Ça, je pense que ce sont les éléments fondamentaux, les 3 objectifs fondamentaux. Est-ce qu'il doit se préparer à la libéralisation du rail ? Attendez, tout cela en gérant le personnel. On ne construira pas une entreprise ferroviaire forte sans son personnel. Et donc j'entends que le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise soit fondamental. C'est la feuille de route que je donnerai de façon extrêmement précise, tant à l'un qu'à l'autre. Donc ça, c'est une petite pierre pour Franck Van Massenove, dont on sait qu'il est parfois un petit peu brutal avec les organisations syndicales. C'est bien décodé. On dit aussi qu'il a un certain nombre de qualités en matière de gestion des ressources humaines, donc je suppose qu'il va pouvoir les exploiter. Donc il a fait ses preuves au SPF économie qu'il gérait jusqu'à présent, et vous attendez qu'il soit un petit peu plus souple, en tout cas qu'il fasse la preuve d'être bon gestionnaire, mais aussi ouvert aux organisations syndicales. Oui, bien sûr, je ne le connais pas personnellement, donc je vais pouvoir me Est-ce qu'il doit se préparer à la libéralisation du rail ? Écoutez, le rail est déjà en partie libéralisé. Tout le fret, par exemple, le transport de marchandises est libéralisé. L'international est libéralisé, et il y a des projets sur le plan européen qui prévoient une libéralisation du transport également de voyageurs. Je ne suis pas persuadé que ce soit, moi, une bonne chose, et donc nous verrons dans le futur ce qu'il en est. Je vois qu'il y a un certain nombre d'États, notamment l'État luxembourgeois, qui a déjà réagi négativement à cela. Nous y serons particulièrement attentifs, parce que je ne suis pas sûr, même parfois sûr du contraire, que libéralisation rime avec amélioration du service. Dans leur feuille de route, est-ce qu'ils doivent mettre un petit coup d'accélérateur sur le RER, et notamment sur le RER côté wallon ? On voit qu'il y a des lignes qui commencent à exister ou qui sont proches d'exister côté néerlandophone, et on voit bien qu'entre Bruxelles et la Wallonie, là on est un peu en retard. Donc nous venons d'approuver le plan pluriannuel d'investissement, et je ne peux que m'en féliciter. Je tiens d'ailleurs à dire que la collaboration avec le gouvernement bruxellois, le gouvernement de Rudy Vervoort, a été particulièrement excellente
Pourquoi ? Parce qu'on a inséré l'ensemble des partenaires liés à la mobilité dans la réflexion, par exemple la STIP. Et ça a été vraiment un bel exemple de collaboration. Je suppose que M. Vervoort expliquera dans quelques jours, dans quelques semaines, le détail de ces investissements. Donc il y aura des nouvelles collaborations entre les différents opérateurs. Et ça me paraît assez logique quand on veut parler de mobilité qu'on mette en place les mécanismes avec toutes les sociétés de transport, qu'elles soient de bus, de tram ou autres. Le RER, je me suis exprimé à plusieurs reprises. On ne peut pas me parler de mobilité dans ce pays en me parlant d'un RER au-delà de 2025. Et donc j'en ai fait une priorité, parmi d'autres. Les lignes C, c'est-à-dire les lignes moins desservies, qui desservent des populations, des zones de population moins densifiées, était une autre priorité. Mais pour revenir au RER, je voulais l'accélération des travaux sur ce RER. C'est le cas pour la ligne venant d'Ottigny pour 2021 et sur celle de Louvain pour 2023. Et ça me paraît être un élément essentiel. Et nous allons déjà travailler à améliorer les choses. On ne va pas attendre cette date-là pour améliorer les choses sur le RER. Donc ça, c'est un objectif prioritaire, effectivement. Alors, je voudrais vous poser une question politique. Didier Reynders, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, dit moi, je suis prêt à repartir pour un gouvernement papillon, donc le gouvernement d'Élodie Roupeau, et on peut même garder peut-être Élodie Roupeau à la tête du gouvernement. C'est quoi ? C'est le baiser de l'araignée avant le combat, ou vous êtes tout heureux d'entendre ça dans la bouche du mouvement réformateur ? Je ne vais pas répondre à la place de monsieur Reynders. Moi, ce que je peux dire depuis les 8-9 mois que je suis au gouvernement, c'est que ce gouvernement a fait beaucoup de choses, a beaucoup de travail et que le Premier ministre a réalisé d'excellentes choses. Et donc, si on me dit demain qu'on a un vrai programme qui convient à l'ensemble des partis, moi je suis tout à fait prêt à repartir pour un Roupeau 2. Et ce sera sans la NVA ? Je crois que ces 6 partis démontrent qu'ils savent travailler ensemble, qu'ils savent avancer sur les réformes économiques, du marché de l'emploi, consolider la sécurité sociale, consolider les entreprises publiques autonomes, les services publics, ça me paraît être des éléments importants. Affronter les défis européens, qui sont colossaux aussi. Ce sera difficile, cette campagne électorale. Est-ce que vous croyez, vous, aux sondages qui annoncent un tassement de la NVA ? C'est les sondages, si vous en refaites un dans 2 mois, ce sera probablement un peu différent. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que chaque parti, des 6 partis qui constituent la coalition gouvernementale fédérale, puisse aller devant l'électeur avec un vrai bilan. Et j'espère que la campagne ne commencera pas trop tôt. Il nous reste encore un certain nombre de dossiers importants à conclure en manière telle d'avoir un vrai bilan pour l'électeur. Puisque finalement, quand on gouverne, quand on est dans un gouvernement, c'est pour le bien de la population, ne l'oublions jamais. Alors j'ai encore une question Twitter pour terminer pour vous. C'est une question un petit peu plus vache, si vous permettez. Combien avez-vous de mandats rémunérés ? Combien de temps ça vous prend chaque semaine ? C'est une question de Franz André. Moi, c'est très très simple, puisque je n'ai plus que mon seul mandat de ministre. Tous les autres mandats, pour ma part, j'en ai démissionné. Il m'en reste 2 desquels je me suis mis en congé. Mais quand on est ministre, on doit se consacrer entièrement à cette fonction. Quand vous êtes entré en politique, vous aviez dit moi je fais un passage et puis on verra plus tard. Vous en êtes où ? Écoutez, il me reste un certain nombre de dossiers sur lesquels je dois encore travailler. Je viens bien d'avancer avec ces nominations et ces rémunérations. Je ferai le point le moment venu. Je reste disponible pour mon parti, mais j'ai toujours dit aussi que j'ai eu une vie avant. Vous êtes disponible en 2014 ? J'aurai une vie après. Vous êtes disponible en 2014 ? Je suis disponible pour ce que mon parti estime devoir me demander, ce qui ne veut pas dire donc, que si on vous demande d'être candidat en 2014, ce qui ne veut pas dire que je vais l'accepter. Je verrai bien ce que je ferai après. Mais ce n'est plus le nom, ce n'est plus le nom franc et massif qu'on avait cru décoder lors de votre entrée en fonction. Ce n'est pas non plus le oui franc et massif. Nous évoluerons la situation au moment où elle se posera. Jean-Pascal Labille, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'interview. On se retrouve demain et rendez-vous avec la rédaction à 18h pour le journal.